Retour sur le plateau de France 3 Provence-Alpes. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre pour ce deuxième débat de la soirée consacré aux législatives des élections, je le rappelle, historiques. Le Rassemblement national est aux portes du pouvoir. Nous allons nous intéresser ce soir à la 11e circonscription des Bouches-du-Rhône où les électeurs auront le choix entre deux candidats. Ils sont nos invités ce soir. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Hervé Fabre-Aubrespy. Vous êtes conseiller régional du Rassemblement national et c'est sous cette étiquette que vous vous présentez. À ma gauche, Marc Pénal. Alors, vous n'êtes pas encarté au Parti Socialiste, bonsoir à vous, mais vous êtes soutenu par celui-ci. Vous représentez le Nouveau Front Populaire. Alors, je rappelle aussi que vous êtes conseiller municipal et métropolitain. Absolument. Élu à Aix-en-Provence. Bienvenue sur ce plateau pour 40 minutes de débat ensemble. À mes côtés, Philippe Bocara. Bonsoir Nathalie, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bien sûr, de France Bleu Provence. Je rappelle que les éditeurs de France Bleu Provence et France Bleu Vaucluse peuvent aussi écouter ce débat. Alors, avant de commencer, je vous propose, pour nos téléspectateurs, de dire quelques mots sur cette 11e circonscription des Bouches-du-Rhône qui comprend, et on le voit sur ces images, une partie d'Aix-en-Provence, notamment les quartiers populaires du Jas de Bouffon, les Milles, Luynes, mais aussi les communes de Cabriès, des Pennes-Mirabeau, encore de Septèmes-les-Vallons, environ 120 000 habitants. Je vous propose à présent de regarder les résultats du premier tour de ces législatives anticipées. Il y avait 7 candidats en lice, c'est 2 fois moins qu'en 2022. Hervé Fabre-Aubrespy du Rassemblement national, vous arrivez en tête avec 38,9% des voix. Marc Pénal, vous êtes en ballotage défavorable avec 27,5% des voix. Était aussi qualifié pour ce second tour le député sortant du MoDem représentant la majorité présidentielle, Mohamed Lakila, avec 26,3% des suffrages exprimés. Mais finalement, il n'en reste que 2. Mohamed Lakila s'est désisté. On en parlera ensemble dans quelques instants. Mais tout d'abord, je voudrais avoir une réaction sur ces élections. Je commence par vous, Monsieur Hervé Fabre-Aubrespy, puisque vous arrivez en tête. Concrètement, la campagne a été express. On ne peut pas dire que c'est cette campagne de terrain qui a fait la différence. Vous avez pu surfer sur la vague bleu marine, la vague de Jordan Bardella. Oui, je vous dirais tout d'abord que je suis aussi ancien maire de Cabriès et conseiller municipal et que vous l'avez oublié dans votre présentation, mais on peut pas tout dire. Vous avez aussi oublié une commune qui est Aiguille. C'est important, merci effectivement, de citer toutes les communes de la circonscription. Je connais bien, j'y vis depuis 30 ans à Cabriès. J'ai été maire pendant 13 ans. Donc, je n'ai pas pu faire effectivement la campagne compte tenu de la brièveté du délai entre la décision de la dissolution et les échéances, le scrutin, le premier tour. Mais j'ai aussi été sur le terrain. Pas du porte-à-porte comme on le fait traditionnellement, parce que j'aime bien dialoguer avec les habitants, mais des distributions de documents électoraux dans les quartiers les plus faciles à approcher. Le résultat est très satisfaisant. Vous savez, j'ai été candidat en 2022, vous l'avez dit. Vous avez perdu à 1000 voix d'écart avec M. Lakila. J'ai perdu à 1000 voix d'écart avec 45% pardon, au second tour, mais surtout, le premier tour me mettait à 23 ou 22. Alors que là, les chiffres le montrent, c'est 38,9. C'est le signe d'un attachement des électeurs de la circonscription à ce que j'ai défendu, leur volonté d'un gouvernement d'union nationale et d'une réelle alternance. C'est celle que je leur propose pour dimanche prochain. On parlera de ce projet de gouvernement d'union nationale dans quelques instants. Marc Pénal, le Nouveau Front Populaire est désormais la deuxième force politique du pays, mais au niveau national comme au niveau local, la bataille s'annonce difficile, compliquée. Vous êtes dans cette circonscription à plus de 10 points d'écart avec M. Aubrespy, soit 7150 voix exactement. Êtes-vous en mesure de créer la surprise ? Mais bien entendu, et d'ailleurs ça ne sera pas une surprise. Vous savez, la politique, c'est de la dynamique, ce n'est pas que de l'arithmétique. Et donc je pense que j'ai une réserve de voix beaucoup plus importante que M. Fabre-Aubrespy. Et puis quand je juge de la dynamique qui a été, dans un contexte, vous l'avez dit, difficile, enclenché par le Nouveau Front Populaire, je pense que j'ai toutes les chances de pouvoir rattraper ce retard. J'ajouterai un élément, je préfère présenter les choses ainsi, je suis premier des candidats républicains. Parce que M. Fabre-Aubrespy n'est pas un candidat républicain. Pourquoi ? Et donc, comme je suis le premier des candidats républicains, eh bien, pour moi, c'est une très grande victoire que d'avoir été placé dans cette position. Et d'ailleurs, on en parlera peut-être, mais je salue la décision de M. Lakila de se retirer. Dernier mot que je veux ajouter, ce que j'ai trouvé que M. Fabre-Aubrespy, avec une manière de présenter les choses un peu chiche, je dirais. Moi, dans cette campagne, même courte, ce que j'ai vu, c'est l'intérêt des citoyens. Il n'y a qu'à voir le taux de participation. Et la deuxième chose,
en ce qui concerne mon camp, c'est la mobilisation extraordinaire des militants qui ont tracté, qui ont expliqué. M. Fabre-Aubrespy, je l'ai souvent vu seul ou accompagné d'une personne. D'ailleurs, sur ces affiches, il y a M. Bardella, M. Le Pen, il y a très peu M. Fabre-Aubrespy. Donc je n'ai pas vécu de la même manière cette campagne que je trouve formidable. Marc Pénat, si on revient, parce que c'est important pour les électeurs, pour les auditeurs, les téléspectateurs de France 3, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous vous avez dit avec Mohamed Lakila pour qu'il se désiste en votre faveur? Il ne s'est pas désisté en la faveur de monsieur... C'est désisté. Monsieur Fabre-Aubrespy, on me pose la question. Vous pourrez réagir, mais vous savez, je suis un scientifique de formation. Mais j'ai été aussi. C'est à moi de parler. Vous parlerez après. Je tiens à ce que c'est à vous de voir. Je savais que la question allait être sensible. C'est pour ça que je l'ai posée de cette façon. Relisez le communiqué de monsieur Lakila. Il y a eu 2 communiqués. Il y en a eu un à minuit où elle indiquait qu'il ne se retirerait pas. Et il y en a eu un autre. Je propose aux téléspectateurs d'ailleurs de. Voilà, on va lire un petit peu. Il dit que monsieur Pénat va perdre. Plus exactement, il dit qu'il a interpellé monsieur C'est votre Pénat. Interprétation. Oui, c'est ce qu'il dit. Non, alors, on va lire un petit peu ce qui est écrit en le député Mohamed Lakila. Encarté au Modem, donc c'est retiré. Alors je le résume, voilà ce qu'il dit en substance. Il ne sera pas celui qui fera élire l'extrême droite dans le pays d'Aix et il laisse à Marc Pénat la responsabilité de son choix et de ses conséquences. M. Boukhara a posé une question et il vous a contacté et vous a demandé de vous retirer. Oui, mais d'abord, je veux préciser quelque chose. C'est pas mon choix. C'est le choix des électeurs de m'avoir passé en 2e position. Non, mais vous ne nous répondez pas, là. Non, mais attendez, je commence par ça. C'est pas le choix que j'aurais fait de me maintenir. Il manquerait plus que ça. Je termine 2e. Ça, M. Fabre-Aubrespy ne peut pas me contredire. Dans un désistement républicain, c'est bien le 3e qui se désiste. Il y avait 1000 voix d'écart. Ça veut dire que si, par exemple, vous étiez arrivé 3e, si vous y étiez arrivé 3e, vous seriez désisté au profit de Mohamed Lakila. Bien entendu, vous voyez bien que toute la gauche l'a fait, sans exception, dans ces élections législatives. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup plus de duels que de triangulaires prévus. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que le Rassemblement national va se retrouver en difficulté au 2e tour. Il y a une question de réserve de voix. Oui. Mohamed Lakila pensait qu'il avait davantage de possibilités. On sait que les voix en cas de front républicain, les voix de la majorité présidentielle se reportent moins sur les candidats du nouveau Front populaire que ne le font les électeurs du Front populaire vis-à-vis. C'est un défi. C'est tout le défi que j'ai dans ce second tour. Mais encore une fois, je pense que M. Lakila, mais c'est du passé maintenant. On est au 2e tour, on n'est plus au 1er tour. Rassembler des voix qui n'étaient pas les siennes, parce qu'il s'est porté candidat pour le camp Renaissance et pas pour les Républicains, par exemple. Donc on ne peut pas additionner ces voix-là. Et maintenant, mon rôle... Mais qu'est-ce que vous dites aux électeurs, du coup, de M. Lakila? Vous n'avez cessé de les critiquer au 1er tour. Pas du tout. Pas du tout, je n'ai pas critiqué les électeurs, j'ai critiqué la politique de M. Macron, comme vous d'ailleurs, M. Fabre-Aubrespy, et nous nous retrouvons d'ailleurs ensemble. Puisque vous êtes d'accord. Non, attendez madame, un désistement, ce n'est pas un accord de gouvernement. Le Premier ministre l'a rappelé il y a 24 heures ou 48 heures. Oui. Ce n'est pas la même chose. Quant aux électeurs de M. Lakila, ce que j'ai à leur dire, c'est simple, c'est que je suis le seul candidat, je viens de le dire, républicain, qui porte les valeurs de notre pays, c'est-à-dire liberté, égalité, parce que votre républicain, je suis haut fonctionnaire depuis 40 ans au service de la République. Mais c'est pas vous, M. Fabre-Aubrespy, c'est votre parti. Ça s'appelle du racisme. Votre parti, ça s'appelle du racisme. C'est celui de la préférence nationale, c'est celui du droit du sol, elle existe déjà dans notre celui République. De la discrimination à l'égard des binationaux. Il porte atteinte à nos principes constitutionnels, à notre contrat social, et en cela, vous n'êtes pas un parti républicain. Oui, et pourquoi je suis candidat à ces élections si je ne suis pas républicain? Les règles de la République. Vous n'êtes pas en accord avec les principes et les valeurs de la République. On va laisser s'exprimer tous les électeurs. Attendez, parce que là, les auditeurs et les téléspectateurs vont pas comprendre. C'est M. Fabre-Aubrespy qui crie, c'est pas moi. Vous répétez. Je suis obligé de crier un peu plus fort pour qu'on s'entende. Ce que vous entendez. Non, je ne répète pas qu'une machine, je vous connais depuis longtemps. Vous avez 24 524 électeurs de ma circonscription, de notre circonscription, la 11e, qui ont voté pour moi. Vous les insultez. Mais pas du tout, c'est pas les électeurs que j'insulte. Ben si. Non, il y a des causes, il y a des causes à ce vote. Est-ce que vous pensez mais votre parti, lui, n'est pas républicain.
Est-ce que vous pensez que ces tractations qui ont eu lieu, ces désistements nombreux de candidats pour créer ce front républicain, est-ce que vous pensez, allez, on va dire, ces tamboules politiques, ça peut être perçu comme ça, seront suivis des faits, des actes par les électeurs? Les électeurs sont libres de leur choix et ils savent très bien ce que c'est que M. Mélenchon, ce que c'est que Olivier Arnaud, qui se présente dans la première circonscription du Vaucluse à Avignon, un fichier S. C'est ça. La formation. Oui, Raphaël Arnaud, qui se présente. Vous avez 45 candidats qui ont des propos racistes, xénophobes, antisémites actuellement et qui vont avoir affaire à la justice. Laissez-moi parler. Juste pour respecter le temps de parole, Monsieur Aubespy, je vous en prie. Oui, je dis simplement que Monsieur Pénat ne peut pas dire qu'il est quasiment socialiste. Il est dans un bloc qui comprend des gens qui sont la France insoumise, qui sont les écologistes, avec Sandrine Rousseau par exemple, et qui sont des personnes qui ont refusé par exemple de condamner l'invasion du Hamas sur la bande de Gaza. Eh bien, moi, je suis profondément républicain, profondément attaché aux valeurs de la République. Je défends la France depuis des années. J'ai été, comme vous le savez, haut fonctionnaire donc depuis 1983. Vous avez été conseiller technique dans certains gouvernements. J'ai été dans des cabinets ministériels. J'ai été auprès de Charles Pasqua au moment où il y avait des prises d'otages. Je sais ce que c'est que le fonctionnement de l'État. J'ai été au cabinet du Premier ministre. C'était l'époque aussi de la cohabitation. Ça n'a pas changé. Oui, c'est très intéressant d'ailleurs de regarder ce qui se passait. Bon, il faudrait quand même qu'on puisse débattre. Il ne peut pas y avoir un discours sur la biographie de M. Fabre-Aubespy. Voilà. J'attire l'attention des électeurs. Si vous voulez, je parle de ma biographie en tant que doyen, président d'université, etc. C'est une politesse en tant que mais enfin, quand même. Professeur. En 1986, je l'ai vécu. Il y a une différence fondamentale. Jacques Chirac se préparait à l'élection présidentielle de 1988. François Mitterrand se préparait à l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous pensez de la suite? Parce que là, on parle... Macron ne peut pas être candidat à la prochaine présidentielle. Philippe. Juste, il faut qu'on avance parce qu'il y a le débat. Juste une chose importante. On sait que dans les études, il y a seulement un quart des électeurs qui suivent les consignes de vote qui sont données par les patrons des grands partis. Vous, Marc Pénat, comment vous allez faire? Comment vous avez fait pour convaincre ces électeurs donc de Mohamed Lakila? Je reviens dessus parce que c'est important. Ça représente quand même près de 17 000 voix qui ont été obtenues par Mohamed Lakila. Qu'est-ce que vous dites? Parce que c'est un petit peu compliqué pour vous aujourd'hui quand on entend les différents discours, l'hétérogénéité de l'ensemble des discours. Les électeurs du nouveau Front populaire, est-ce qu'ils s'y retrouvent? Mais écoutez, première chose à dire, la très grande majorité des électeurs de cette circonscription ne veulent pas d'un député Rassemblement national dimanche prochain. Je vous l'affirme. Et donc la première chose, c'est un réflexe républicain de la part de ces électeurs, sans que j'ai besoin de trop en rajouter, parce qu'on me connaît. On sait que je suis du courant socialiste, on sait que je suis donc de gauche, mais que je suis d'une gauche responsable. On sait que j'ai été doyen de la faculté de droit et de sciences politiques, qui n'est pas un lieu révolutionnaire en soi. Donc on m'a fait confiance bien au-delà de mes propres idées ou convictions. J'ai été président de l'université, j'ai participé très grandement à la construction de l'université unique. Les gens me connaissent. Et ensuite, je répète, le RN a un effet repoussoir auprès de ses électeurs. De cette circonscription, ils vont voter pour les personnalités que vous êtes plus que pour les étiquettes. Vous développez l'un et l'autre vos CV depuis un certain nombre d'années, donc ils vont voter pour vous et en premier. Je pense qu'au second tour, parce que là-dessus, peut-être que M. Fabre-Aubespy va me rejoindre, la personnalité des candidats est plus importante qu'au premier tour, où il y avait effectivement un phénomène d'abord de rassemblement et d'étiquette. Donc je suis persuadé que ceci va jouer énormément. Et puis la prise de conscience, encore une fois. M. Fabre-Aubespy, c'est un homme seul. Je vous signale, non seulement... Alors, mais je vais le démontrer si j'ai 2 minutes. Monsieur assez rapidement, il faut très rapidement. Monsieur Lakila s'est retiré et il appelle partout à faire barrage au Rassemblement national. Donc, c'est un retrait qui est sans ambiguïté. Deuxièmement, le maire des Pennes Mirabeau, M. Michel Amiel, appelle
à voter ce sont les électeurs qui choisiront. Non, mais à voter pour moi, sur ce que je connais des élus locaux qui font la vie quotidienne de notre territoire avec des enjeux très importants, aucun ne souhaite la victoire du Rassemblement national. Voilà. Au final, donc c'est un homme seul. Et d'ailleurs, M. Fabre-Aubrespy a oublié une chose. Il a été très en maire de Cabriès, mais chaque fois, il a été battu, il a été renvoyé à ses chères études par les électeurs, et après, je ne sais pas si on vous réclame aujourd'hui. Je vous propose d'avancer dans le débat. D'accord. On a 40 minutes ensemble, le temps passe très très vite. Je vais dire une chose quand même très importante, parce que sur l'affaire des candidatures, c'est pas seulement une personnalité, c'est aussi un programme. Ah ben là, on est d'accord. On va en parler. Voter pour Marc Pénard. On va parler du programme. C'est voter pour quelqu'un qui a appelé à défiler contre les violences policières. C'est appelé à voter. Vous avez appelé à voter. On va parler de thématiques. On va parler de thématiques qui sont très proches de votre circonscription et des habitants de votre circonscription. Monsieur Aubrespy, je vous propose le triptyque du programme du Rassemblement national, c'est l'immigration, la sécurité et notamment le pouvoir d'achat. L'immigration, justement, c'est intéressant de s'intéresser à la ville d'Aix-en-Provence, qui, je rappelle, est une ville étudiante qui a l'habitude d'accueillir de nombreuses nationalités. Et les dirigeants d'universités de grandes écoles ont fait part de leur inquiétude à l'idée de voir le Rassemblement national gouverner. Dans un communiqué il y a quelques jours, ils les ont appelés à faire barrage. Je les cite, ce sont bel et bien des valeurs universelles, humanistes qui sont en péril, l'ouverture aux autres et la tolérance. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je leur réponds qu'ils n'ont aucune crainte à avoir. Lorsque nous accueillons des étudiants étrangers, ils ont un statut. Ils ont un statut. J'étais moi-même ancien élève de l'École nationale d'administration quand elle existait. Eh bien, j'ai créé une association d'anciens élèves étrangers. Pourquoi ? Parce que chaque année, dans chaque promotion, mais c'est aussi vrai de l'École polytechnique dont j'ai suivi les cours, il y a des élèves étrangers. Il y a des élèves étrangers dans les universités aussi. Mais le Rassemblement national s'est positionné. En 2022, Marine Le Pen a dit exactement que, par exemple, les étudiants étrangers n'auraient plus accès au logement du Crous. Attendez, les logements, c'est différent. C'est important quand même. C'est important. Capital, il n'y a pas de logement, les étudiants étrangers. C'est fondamental pour faire des études. C'est une façon... Vous avez à l'heure actuelle 620 000 logements sociaux qui sont attribués en priorité aux étrangers. Vous avez à l'heure actuelle une centaine de milliers de logements étudiants qui sont accueillis en priorité aux étudiants étrangers. Ce que nous disons, c'est pas du tout que les étudiants étrangers ne pourront pas y avoir accès, c'est que la priorité sera donnée aux étudiants français. La préférence nationale à l'université, chacun jugera. Est-ce que je peux répondre parce que je suis président d'université, ça serait bien qu'on m'interroge là-dessus. La préférence nationale, elle existe je connais dans notre très pays. bien. Oui, mais elle ne touche pas des points fondamentaux comme le logement ou comme l'aide médicale d'urgence, monsieur Fabre-Aubrespy. Vous ne pouvez pas être fonctionnaire. L'aide médicale d'urgence, c'est pareil. Elle coûte aux Français. En plus, c'est une ânerie, excusez-moi, puisqu'il y a des problèmes sanitaires très importants. Si ces populations ne sont pas surveillées... Revenons sur les étudiants, on est à Aix-en-Provence. Sur ces étudiants, vous êtes un ancien président d'université. Et je suis toujours professeur. J'en vois tous les jours des étudiants. L'accueil des étudiants étrangers, c'est important notamment pour le rayonnement de la France. Mais c'est fondamental. Première chose d'abord que j'ai à dire. Vous savez, j'ai participé pendant 4 ans. La conférence des présidents d'université s'exprime rarement. Quand elle s'exprime de manière aussi solennelle, à un moment aussi capital de l'histoire de notre pays sur un sujet aussi important, il faut l'écouter et on voit bien ce qu'elle dit des propositions du Rassemblement national. Et donc, je vais à l'essentiel. Les étudiants que moi je préfère appeler internationaux, parce que c'est comme ça qu'on les appelle à l'université, et pas des étudiants étrangers. Les étudiants internationaux sont plus de 15 000 dans l'université d'Aix-Marseille que je connais bien. Les étudiants internationaux, c'est une attractivité considérable en termes de recherche, d'enseignement, d'échange avec les universités étrangères. On ne veut pas le monde rabougri de M. Fabre-Aubrespy. Encore un mot, les étudiants internationaux, c'est un rapport d'attractivité qui s'élève, selon toutes les sources, à 1,3 milliard d'euros. C'est donc tout bénéfice pour notre pays et ces étudiants étrangers ou internationaux plutôt. Je les vois côtoyer nos étudiants français et c'est ce que j'appelle l'université démocratique et républicaine qui n'est pas celle du Rassemblement national. Et d'ailleurs, j'ajoute une chose, il y a non seulement le logement qui est discriminatoire pour les étudiants internationaux, mais il y a une seconde chose, c'est la caution bancaire pour les
étudiants, vous savez, qui était dans le projet de loi immigration, que le Rassemblement national a voté et que nous avons eu l'honneur de ne pas voter. Si vous faites ça, vous diminuez la possibilité pour les étudiants internationaux de venir. Et au moment où on accueille les étudiants d'Ukraine, vous savez pourquoi et dans quelles conditions, s'il y avait une caution, ils n'auraient pas pu venir. Merci. Monsieur Aubrespi, juste une précision. Je rappelle que les étudiants étrangers bénéficient en France d'un certain nombre de droits, notamment la possibilité d'obtenir une bourse, une aide au logement, ainsi que la prise en charge des dépenses de santé. Ils bénéficient également d'un droit au travail qui leur permet d'exercer une activité professionnelle. Si vous êtes au pouvoir, est-ce que vous comptez remettre en question ces droits des étrangers et des étudiants? C'est très simple. La priorité sera donnée aux étudiants français, ce qui ne veut pas dire qu'on supprime la priorité aux étudiants. C'est-à-dire qu'ils vont conserver ces droits. Ce qu'a oublié de dire, M. Pénard, vous ne répondez pas, monsieur. Ce que vous avez oublié de dire, c'est que nos étudiants, s'ils veulent aller étudier au Canada ou aux États-Unis, on ne leur fait pas du tout ce qu'on accorde aux étudiants étrangers. Quand on a des accords entre deux universités, il y a une totale réciprocité. Vous ne connaissez pas le sujet. Je connais bien. Mais non, vous ne le connaissez pas. On va laisser M. Aubrespi. Je le connais. Il y a réciprocité. Évidemment, dans les accords entre universités. Donc, ce n'est pas vrai. Et la majorité des étudiants internationaux vient à partir d'accords entre universités. Donc, c'est une bêtise ou une erreur, comme vous voulez. Ce n'est pas une bêtise. Moi, je vis la vie de mes concitoyens. Mais moi aussi. Et vous avez parlé de l'aide médicale d'État. Elle est accordée à tout le monde. Elle coûte aux Français pendant qu'on augmente la franchise de remboursement des médicaments. Mais ça, c'est le gouvernement Macron. Eh ben, ça, c'est le gouvernement Macron. Que je dénonce. Que je dénonce. C'est important à vous poser à tous les deux. Il y a 100 000 étudiants sur Aix-Marseille Université, première université francophone au monde. Au mois de février dernier, il y avait une proposition de loi pour permettre aux étudiants d'avoir ce fameux repas à 1 € qui a été rejeté à une voix près. L'un et l'autre. La réponse est simple. Est-ce que vous remettez au goût du jour cette proposition de loi? Marc Pénard, oui ou non? Oui, c'est dans le programme du nouveau Front populaire. Et le RN, à ce moment-là, a voté contre la proposition. Contre la proposition d'un député socialiste pour le repas à 1 €. Ce qui est une honte absolue quand on connaît aujourd'hui les difficultés des étudiants. Je pourrais être Hervé Fabre-Aubrespy. Et français, monsieur. On va laisser M. Aubrespi. On va laisser répondre M. Fabre-Aubrespy. Pour ou contre le repas à 1 € pour l'ensemble des étudiants? Je ne suis pas contre le fait... Pour ou contre? Vous avez voté contre? Non, mais attendez. Enfin, vos représentants. Je n'étais pas à l'Assemblée nationale, je ne connais pas la proposition de loi. Je dis vous, et moi, je suis suffisamment... C'était au mois de février dernier. J'ai été suffisamment... Quel changement de pied adepte. Pas de changement. Et vous arrêtez pas d'interrompre. C'est comme sur les retraites avec M. Vardela. Soyez serein. Monsieur Fabre-Aubrespy, est-ce que vous pouvez nous répondre? Je n'arrête pas d'être interrompu. Serein et en pleine forme. C'est comme ça que vous êtes à l'université? Ah non. Vous ne laissez pas parler vos étudiants? Ah si, vous ne laissez pas parler vos collègues? Les étudiants s'expriment clairement. Monsieur Aubrespi, est-ce que vous êtes contre ou pour cette proposition de repas à 1 € pour tous les étudiants, quelle que soit leur origine? Pour les étudiants français, oui. Pas forcément pour les étudiants. Uniquement pour les étudiants étrangers, ça sera en fonction de leur situation. Et je vous dis une chose, parce que je les connais, ceux qui font des grandes écoles et qui sont d'origine étrangère. Ils sont accueillis, ils sont dans la même situation, mais simplement, il n'y a pas la priorité de logement comme on l'exprime. Et encore une fois, essayez d'aller en Australie, essayez d'aller au Canada, essayez d'aller... Je ne parle pas des étudiants des universités avec la réciprocité, qui de toute façon est mineure. Non, c'est pas mineur. Je parle de ceux qui veulent aller à l'étranger. Et donc, moi, je vous dis la chose suivante. C'était d'ailleurs Michel Rocard, je suis désolé de le citer, qui en 1991 disait cela, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais elle doit en prendre sa part. Vous n'avez pas la fin de la phrase. On parlait des étudiants. La fin de la phrase. On va avancer, Nathalie. On va avancer. Oui, encore une fois, je suis interrompu, je ne peux pas développer. Je veux dire par là que nous avons une situation qui est d'un déficit absolument record, d'un endettement de 3 000 milliards d'euros, et nous avons donc une situation des finances publiques. Vous êtes pour la préférence nationale, je pense que nous avons... La préférence nationale, elle existe. Vous ne pouvez pas entrer dans la fonction publique si vous n'êtes pas national. Vous ne pouvez pas exercer une fonction d'adjoint. Là, il était question des droits des étudiants étrangers. Attendez, laissez-moi parler. Vous ne pouvez pas, à l'heure actuelle, être adjoint d'un maire si vous n'êtes pas de nationalité française. Et même pour les Européens, à qui on a ouvert le droit de vote,
on a interdit cela. Alors que l'on ne vienne pas dire que la préférence nationale n'existe pas et qu'elle n'est pas admise dans la Constitution. Monsieur Robespierre, on va passer à toute autre chose. Alors, on va parler à présent d'économie et d'aménagement du territoire, la 11e circonscription. On a sur ce territoire l'une des plus grandes zones commerciales de France, plan de campagne, c'est beaucoup d'emplois, 500 enseignes ouvertes quasiment 7 jours sur 7 sur les communes des Pennes-Mirabeau et de Cabriès. Ce modèle de zone commerciale est de plus en plus décrié, notamment en termes de concurrence par rapport notamment au centre-ville. Faut-il, Marc Pénat, continuer d'étendre à l'infini ces zones commerciales ? Mais évidemment que non, il ne faut pas les étendre à l'infini. Mais il ne faut pas être manichéen dans ce domaine. C'est 8 000 emplois sur ce que je sais. Donc, 7 500. Voilà, pratiquement 8 000 emplois. C'est 38 millions aujourd'hui de visiteurs parce que depuis le Covid, ça a énormément augmenté. Quand on voit les embouteillages du dimanche pour aller à plan de campagne, il est évident que ça fait partie des modes de consommation et de vie de nos concitoyens. Et là-dessus, je n'ai aucune critique à faire. Ça emploie aussi d'ailleurs beaucoup Aucune critique, est-ce qu'il n'y a pas des efforts à faire ? Emmanuel Macron avait envisagé un plan de 26 millions d'euros pour rénover ces zones. Je vais y arriver. Sur le principe, voilà. Ensuite, effectivement, ce modèle des grands magasins et des grandes zones commerciales... Et du tout-voiture. Et du tout-voiture, j'allais y venir. En fait, la question fondamentale, c'est celle de l'accès, c'est celle des transports. Je parlais des embouteillages. Ça, c'est fondamental. Or, les transports, c'est une question aussi très importante. Dans le projet de Marseille en grand, vous avez effectivement une connexion de transport qui permettrait de développer des transports publics. Un pôle multimodal. Un pôle multimodal pour Marseille, Aix et même vers Berre-l'Étang. Et c'est ça qu'il faut développer. Or, c'est dans Marseille en grand. Il faut conserver ce grand plan. Il faut le conserver et le RN est un danger. Le maire de Marseille l'a dit, Madame Sabrina Agresti-Roubache l'a également dit, c'est un véritable danger. Donc lier le transport et ses commerces. Mais tout de même, je termine sur un point, c'est vrai que c'est aussi une zone, vous le savez, fragile en termes d'environnement, d'écologie et d'équilibre. Il y a eu 2 tornades en 2012, en 2014, à plan de campagne. 2 tornades. Et donc, il faut faire très attention à cela. En termes d'aménagement. D'aménagement, ça c'est évident. Voilà. Hervé Fabre-Brespi, sur plan de campagne, puisque Cabriès, que vous connaissez bien, fait partie des trois communes qui accueillent... chacun sa ville. Cabriès, qui est une des communes qui accueille cette zone commerciale qui est la plus grande d'Europe. Oui. Qu'est-ce qu'il faut en faire ? Eh bien, écoutez, il y a déjà le développement que j'ai fait quand j'étais maire de Cabriès. Cultura, sous mon mandat. La Palmeraie, sous mon mandat. Oui, c'est des petites zones commerciales. Des petites zones qui sont de qualité, qui ne concurrencent en rien le petit commerce. Parce que la concurrence pour le petit commerce, elle n'est pas là. Elle est dans les petits centres commerciaux qui s'installent ici ou là par rapport au commerce de centre-ville. Et moi, je vais vous dire, plan de campagne, c'est non seulement les emplois que vous avez cités, 7 500, 8 000 à peu près, mais c'est aussi beaucoup de création de richesses. Il y a le problème des transports. Ce problème des transports, c'est une honte pour notre département. Nous étions à 5% de déplacement en transport en commun il y a quelques années. Si nous sommes à 7-8%, un peu plus, maximum. Un peu 10, plus, peut-être. Ouais. Je vous l'accorde. 10-12. 10-12. Mais regardez ce qui se passe dans la métropole autour de Bordeaux. Regardez ce qui se passe autour de Lyon. D'accord. Alors justement, Hervé Fabre-Bressi, par rapport à ça, on parlait du plan Marseille en grand, avec tout ce qui a été annoncé par Emmanuel Macron, par Sabrina Agresti-Roubache, etc. Qu'est-ce que vous en faites, vous ? Alors ça ne concerne pas uniquement votre circonscription, ça concerne une grande partie de la métropole. Non, mais Marseille en grand, vous savez, le président de la République, il a fait beaucoup d'annonces pour Marseille. J'attends toujours de voir les véritables dépenses qui vont être faites. Et le pôle multimodal, en l'occurrence sur cette zone, va voir le jour. Les créateurs de la zone de plan de campagne, Émile Barnéou et Pierre Pirel, ils ont créé ça avec 2 principes très simples. Là où je m'installe, je peux avoir un concurrent, parce que s'ils viennent voir mon concurrent, ils viendront me voir aussi. Donc, la zone de plan de campagne, elle vit aussi par la présence de plusieurs anciennes. Deuxièmement, vous ne supprimerez pas l'accès à la voiture à plan de campagne. Pas tout de suite, parce qu'il n'y a pas de solution de remplacement. Vous ne pouvez pas faire votre course. Quels sont vos projets alors pour cette zone, pour améliorer la situation en termes de transport ? D'abord, je récuse l'installation de logements à plan de campagne. J'ai voté contre dans le plan intercommunal. On prévoit de faire 540 logements dans la partie de Cabriès. Or, il est impossible de circuler à Cabriès.
il y a une déviation qu'on attend depuis 10-20 ans. Ça dépend du conseil départemental. J'espère qu'on y arrivera. Mais surtout, il faut avoir un véritable plan pour les transports. Et ce n'est pas ce qui est fait en matière de voitures électriques, en matière concrètement, en quelques mots. Pour résumer, on termine. Pour plan de campagne, je considère qu'il peut y avoir plus de surface à condition qu'elles améliorent la qualité, qu'elles n'encombrent pas de façon supplémentaire et qu'on demande aux investisseurs, comme un des projets que j'avais et qui a malheureusement été arrêté pour l'instant, j'espère suspendu, on demande aux investisseurs de faire les accès bretelles supplémentaires pour l'automobile. Et parallèlement, on améliore la circulation et les transports. Mais je ne suis pas contre le transport en commun. On va passer à toute autre chose. À présent, on va parler de sécurité. Oui, le temps passe, Monsieur Pénat. Sécurité, c'est le dernier thème de la soirée. La circonscription est loin d'être la plus concernée par les violences. Mais il y a le sentiment d'insécurité. Au Pen Mirabeau, un couvre-feu a été mis en place pour les moins de 13 ans. Alors, par prévention, dit le maire Marc Pénat, est-ce qu'on doit prendre de telles mesures par prévention ? Je ne jugerai pas de ce qui a été fait sur cette commune par le maire dans un contexte précis. C'était par prévention, dit-il, pour répondre aux requêtes de M. Darmanin. Dans un contexte précis. Après, je ne suis pas pour un couvre-feu généralisé dans ce pays pour les mineurs de 13 ans, parce que je pense qu'on est en train, en fait, de créer une angoisse et un problème plutôt que de le résoudre. Moi, je vais vous dire ce que l'on propose en matière de sécurité. Nous voulons le retour de la police de proximité, que d'abord la droite a supprimé au temps de M. Sarkozy. Nous voulons un énorme investissement là-dessus, parce que ça, c'est véritablement et de la sécurité et de la prévention, quand on est au contact de la population, et pas simplement au contact, quand on est en relation humaine et directe avec la population. Aujourd'hui, il y a soit la police municipale, soit la police nationale qui fait déjà énormément de choses. Il faut retourner vers la police de proximité. Deuxièmement, c'est un investissement massif pour que les commissariats arrêtent de fermer, et un investissement massif aussi pour que les gendarmeries soient reconstruites là où elles peuvent l'être, puisque selon les cas, la gendarmerie est indispensable. Le dernier point, je le dis aux policiers, il faut changer leur possibilité de carrière par la formation. La formation au départ qui n'est pas suffisante, parce que là, on recrute trop dans l'urgence. Attendez, Monsieur Pénat, les policiers se sentent pointés du doigt par l'extrême gauche et par le nouveau Front populaire. Je le répète, non, le nouveau Front populaire, ce n'est pas l'extrême gauche. Il ne faut pas cette ritournelle qui ne fonctionne pas. Monsieur Fabre-Aubrespy a été rapporteur au Conseil d'État. Il sait que le Conseil d'État a regardé les couleurs politiques de notre pays et n'a jamais qualifié la gauche d'extrême gauche. En revanche, il qualifie le RN d'extrême droite. Monsieur Pénat, pour la question des policiers. Il faut quand même être précis. Je suis d'accord. Pour la question des policiers. Sur la question des policiers, moi je ne serai jamais de ceux qui disent qu'il y a des violences policières systémiques et qui montrent du doigt les policiers qui assurent notre sécurité tous les jours. Vous savez, mon engagement politique de jeunesse, c'était Jean-Pierre Chevènement. En la matière, vous savez ce qu'a fait Jean-Pierre Chevènement, notamment la police de proximité, et il a réconcilié la gauche avec les problèmes de sécurité. Donc de ce côté-là, vous croyez que nous serons intransigeants? Par exemple, ce qui gangrène aujourd'hui notre pays, c'est le narcotrafic, j'emploie le mot, c'est-à-dire les trafics de drogue à une échelle sans précédent. Là, je pense que M. Fabre-Aubrespy sera d'accord. Et donc, il faut investir énormément dans ce domaine. Voilà ce que je propose. Et je termine sur la formation des policiers. Quand ils sont mieux formés, ils sont plus à l'aise, ils peuvent avoir des perspectives de carrière plus importantes. Et donc, moi, je suis pour ce service public de la police. Est-ce que vous êtes pour un couvre-feu pour les mineurs de 13 ans par prévention? Est-ce qu'il faut systématiser ce genre de mesures? Si les maires l'estiment, c'est qu'ils en ont les raisons. Et les communes, les villes des Pen Mirabeau et de Septem sont particulièrement exposées à la délinquance. Mais ce que je veux dire à M. Pénat, il ne faut pas tromper les électeurs. Vous êtes dans un ensemble dans lequel il y a des personnes qui sont contre les forces de l'ordre. Vous êtes dans un ensemble... Le programme, il n'est pas celui-là. Mais quand même, c'est pas moi qui ai convoqué pour une manifestation contre les violences policières, alors que les policiers font leur travail. Ils méritent d'être soutenus. Ce n'est pas moi qui ai participé à des manifestations. À la manifestation des policiers, vous vous en souvenez? Oui, ils ont participé aussi à des manifestations. Ils étaient donc solidaires avec la police. Ils ont participé à des manifestations, je les ai vues avec des pancartes
un policier mort, c'est un vote RN en moins. Et le honte. Mais non, vous caricaturez, c'est marginal, vous le savez bien. Ça ne représente pas la gauche, ça, vous le savez très bien. On parlait tout à l'heure à l'instant de sécurité. Un exemple que nous, on a suivi à France Bleu Provence. L'histoire de cet adolescent, c'est pas encore sorti, mais on en a entendu parler. Alors c'est un fait divers qui peut être considéré comme banal. C'était il y a 2 jours, un adolescent de 17 ans qui est place de la Rotonde à Aix, sur les petites marches, etc., qui est avec sa petite amie. D'un seul coup, il y a 4 jeunes de 12 à 15 ans qui arrivent, qui lui mettent un couteau sous la gorge, qui lui demandent de sortir ses papiers, qui lui demandent de partir avec la carte bleue, retirer de l'argent, pendant qu'il y en a 2 autres qui mettent dans un coin sa petite copine. Il y va. Et visiblement, cette délinquance, c'est une délinquance qui peut être considérée peut-être comme importée de Marseille. On sait qu'à Marseille... Rapidement, Monsieur Fabre-Brespi, on arrive sur la fin du débat. C'est pour ça que notre attention ne doit pas se porter uniquement sur quelques communes de la circonscription qui, disons, sont plus calmes que d'autres, mais cette situation que vous décrivez, qui est absolument horrible. Moi, ça fait quelques années que je suis dans la vie politique. Quelle solution, Monsieur Brespi, rapidement ? La solution, c'est le soutien aux forces de l'ordre, leur donner effectivement plus de moyens. Pas de police de proximité pour intervenir ? Si, la police de proximité, vous n'êtes pas opposé. Mais ce n'est pas dans le programme de la... vous demanderez à vos collègues... Encore quelques secondes ? Non, Monsieur Fabre-Brespi, c'est dans le programme. Oui, c'est dans votre programme, mais enfin, vous savez les soutiens que vous avez. Et pour clôturer ce débat, je dirais que la sécurité, c'est un point essentiel. Tout le monde la vit. Dans son quotidien, c'est un point essentiel d'ailleurs. Par l'intermédiaire des médias, qui font que les enfants de 13-14 ans s'entretuent. Madame, je vais aller plus loin. C'est ça le drame. Le débat est à la fin. C'est le premier droit de l'homme, la sécurité. Il ne peut pas y avoir de liberté, d'égalité, de fraternité sans la sécurité. Le temps passant, le débat touche à la fin. Vous avez chacun 1 minute à vous adresser directement à vos téléspectateurs. Le tirage au sort vous donne, vous, Monsieur Pénat, la priorité, le premier. On vous écoute. Merci. Alors, dans cette élection, je pense qu'on vient de le voir à travers ce débat, M. Fabre-Brespi propose un chemin d'impasse, des mesures inapplicables, un programme qui ment en fait. Alors ne croyez pas que ce programme est nouveau, il a déjà été appliqué, il a déjà été essayé de nombreuses fois. Et donc nous le connaissons, il s'applique en Europe, en Italie, en Hongrie, et c'est toujours la même chose, déclassement économique pour les plus faibles. La répression autoritaire et la fin des droits sociaux. Je pense que c'est très important. Alors on peut choisir notre programme, c'est le chemin du progrès, c'est celui que je propose, le rassemblement du camp républicain. Notre programme est concret, il est sérieux, il est chiffré sur le pouvoir d'achat, sur les services publics, sur la sécurité dont on vient de parler. Le seul extrême dans cette élection est en face de moi et ma candidature, c'est celle d'un démocrate acharné, d'un républicain, d'un socialiste et d'un président d'université. Merci. Dimanche, je compte sur vous, les électeurs. À vous, Hervé Fabre-Brespi. Je ne ferai pas allusion à ma profession, parce que vous n'êtes pas ici en tant que président de l'université. Vous êtes ici en tant que candidat du nouveau Front populaire. Moi, je dirais une seule chose. Le choix, il est celui d'un gouvernement d'union nationale qui s'attaquera aux véritables problèmes que connaissent les Français, le problème du pouvoir d'achat, avec la réduction des taxes sur l'électricité. Au 1er juillet, 11,7% d'augmentation, par exemple, sur les carburants aussi, avec la défense de la sécurité, parce que c'est effectivement un des problèmes essentiels. Et pourquoi est-ce qu'on a autant d'adhésion de la part des citoyens qui vivent une insécurité? C'est parce que nous la défendons. Et aussi de lutte contre l'immigration. On ne peut plus avoir autant d'immigrés en situation irrégulière. Les immigrés, les personnes nationales, les nationaux qui sont d'origine étrangère n'ont rien à craindre. Seuls ont à craindre ceux qui ne sont pas en situation régulière. Nous ferons en sorte qu'il y ait des expulsions, qu'on ne puisse pas demander le droit d'asile comme on le fait aujourd'hui. Le gouvernement est prêt et nous y sommes prêts. Les électeurs peuvent nous faire confiance pour que la France change.
Merci beaucoup. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci à nos invités d'avoir participé à ce face-à-face. Il y avait encore beaucoup de choses à dire. On vous a senti passionné. Un grand merci aussi à Philippe Boccara d'avoir essayé de poser quelques questions, même si c'était assez mouvementé. Je vous rappelle que vous pourrez suivre le second tour de ces élections législatives sur notre antenne France 3 Provence-Alpes avec des directs, des débats. Ce sera dimanche soir à partir de 19h20. Une soirée, je le rappelle, qui s'annonce passionnante et puis aussi peut-être historique. Passez une très belle soirée sur France 3. Merci à vous tous. Merci. Merci.